Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur une offre d'alliance aussitôt faite par François Bayrou, aussitôt acceptée par Emmanuel Macron. Un ralliement à moins de 2 mois de la présidentielle qui pose de nombreuses questions en termes de cohérence et de conséquences. Le débat est à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Et plus largement, quelle campagne? En l'espace de quelques mois, de nombreux responsables politiques de premier plan se sont retirés ou alors ont été battus dans les urnes. Un changement profond est à l'œuvre dans notre paysage politique. Sur ce sujet, le match des idées opposera Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr, à François-Xavier Bellamy, philosophe. Enfin, l'entretien, mon invité nous parlera de culture ce soir et plus précisément d'ambition culturelle, celle qui manque à la France selon lui. François de Mazières, député maire de Versailles, dénonce le grand gâchis culturel. C'est le titre de son livre à paraître chez Albin Michel. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour, il est signé Cécile Sixou. Son garde du corps est sorti libre, mais Catherine Griset, la chef de cabinet de Marine Le Pen, a elle été mise en examen. Ces deux proches de la candidate FN à la présidentielle sont visés par l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif des assistants FN au Parlement européen. Ils ont tous les deux été entendus aujourd'hui en garde à vue. La présidente du Front National dénonce une opération de la justice destinée à déstabiliser sa campagne. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et donc, elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. Marine Le Pen ne s'est pas acquittée le 31 janvier dernier des 340 000 € qu'elle devait au Parlement européen pour les salaires indûment versés. Le Parlement n'a pas non plus pu faire une saisie sur une partie du salaire de la députée européenne car un recours de son avocat a suspendu la décision. À l'Assemblée nationale, Claude Barthelone tourne la page. Le président de l'Assemblée nationale ne se représentera pas aux prochaines législatives. Il l'a annoncé lors de la dernière séance de questions au gouvernement avec émotion. Vous mesurez sans doute l'émotion qui est la mienne, puisque c'est aujourd'hui, parce que je l'ai choisi, la dernière fois que je rentre dans cet hémicycle en tant que député, alors que j'y ai mis les pieds pour la première fois en 1981, à la suite de l'élection de François Mitterrand. Comme lui, près de 78 députés socialistes ont également choisi de rendre leur tablier. à gauche, Je pense que le panorama politique se met en place pour la présidentielle. On sent l'union du centre se mettre en place. Faut en tirer les conclusions. C'est-à-dire, faut que la gauche fasse la même chose. La multiplication des candidatures favorise l'éparpillement des voix. Et on risque d'avoir une très grande surprise à la fin. Moi, je suis très inquiet de voir la poussée de Marine Le Pen. Non seulement en intention de vote, mais on sait qu'elle est défavorisée par les sondages. Et il y a un vrai risque. Et si la gauche veut être au deuxième tour, ce qui s'est fait cet après-midi doit se faire à gauche. C'est-à-dire l'alliance avec les écologistes, même y compris avec M. Mélenchon, doit prendre corps. Et c'est dommage qu'elle soit ajournée. en France, Il dit avoir les 500 parrainages. Jacques Cheminade fera certainement partie des candidats à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas le cas de tous les petits candidats qui, à l'approche de la date limite de dépôt, le 17 mars prochain, peinent toujours à rassembler les précieux sésames. D'autant que les règles pour les obtenir ont changé. Le Conseil constitutionnel va publier 2 fois par semaine, au fur et à mesure de leur arrivage, le nom des parrains, le nom de ceux qui ont les présentateurs, comme on dit. Alors, évidemment, c'est au cours d'une procédure, on publie ce qui se passe, donc on peut exercer une influence sur les gens. Autre problème, le raccourcissement de cette période pour récolter les parrainages. Avec le décalage du Conseil des ministres cette semaine, les candidats ont perdu plusieurs jours. au Sénat.
Fiasco, échec, le constat est sévère. La politique de déradicalisation mise en place après les attentats ne marche pas. Ce sont en tout cas les premières conclusions de 2 sénatrices, Catherine Troendlé et Esther Benbassa, rapporteurs d'une mission d'information sur la politique de déradicalisation. Il y a eu du bricolage, de l'impréparation, tout simplement parce que personne n'avait la clé. On n'avait pas fait de prévention dans les quartiers, dans les banlieues, etc. On s'est retrouvé avec des gens radicalisés dont on n'avait pas pris la mesure du nombre. Les 2 sénatrices déplorent également un business de la déradicalisation. Selon elles, certaines associations auraient profité du filon pour obtenir des financements publics. Et dans quelques instants, place au débat. Mais d'abord, et c'est l'actualité également, nous allons faire un détour par le dîner annuel du CRIF qui se tient en ce moment même à Paris. Michael Zamès, vous y êtes. Un dîner toujours très politique avec la présence de nombreux responsables ce soir. Et l'un des sujets évoqués, eh bien, c'est le ralliement. C'est en tous les cas cette alliance à Emmanuel Macron. Oui, bonsoir Sonia. Et c'est là que l'on voit qu'on est bien en pleine campagne présidentielle. Ce soir, tous les invités n'avaient Dieu que pour les candidats présents. Il y avait François Fillon, Emmanuel Macron dont vous venez de parler bien évidemment, Benoît Hamon. Il y a même eu des photos qui ont été faites à l'intérieur de la salle. Chacun avait sa place à des tables bien différentes, évidemment. Et si la popularité devait se faire au nombre de selfies, eh bien c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait haut la main. Emmanuel Macron qui a même éclipsé en quelque sorte l'arrivée de François Hollande qui vient à peine de commencer son discours. François Hollande, qui d'ailleurs a salué Emmanuel Macron. C'est la première fois que les 2 hommes se retrouvaient dans la même salle depuis la démission de son ancien ministre de l'économie. Alors c'est vrai que la campagne présidentielle, eh bien, elle s'est invitée largement avec l'alliance qui a été proposée par François Bayrou aujourd'hui à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui tend la main également à François Bayrou. On n'a parlé que de cela. Et même Emmanuel Macron est venu nous le dire à notre micro. Écoutez. J'ai en effet accepté la proposition de François Bayrou parce que c'est, je crois, un choix extrêmement fort, responsable et inédit, je l'ai dit, non seulement pour notre campagne présidentielle, mais pour la vie politique française. François Bayrou a proposé cette alliance sur des principes clairs, qui rejoignent d'ailleurs les valeurs de notre mouvement d'En Marche, dans lesquelles je me retrouve et que je suis donc prêt à porter. C'est pourquoi j'ai accepté cette proposition et je me réjouis, ce faisant, qu'il puisse accompagner le travail qui est le nôtre, avec ses spécificités, avec les valeurs qu'il porte et avec l'histoire du centre qu'il porte. Emmanuel Macron qui était plutôt satisfait de son coup politique du jour, peut-être également pour faire oublier les dernières polémiques de la semaine dernière. Emmanuel Macron que j'ai pu rencontrer qui me disait qu'il était sûr maintenant d'être au centre des critiques de la droite comme de la gauche. Mais c'est bien cela qu'il recherche Emmanuel Macron, être au centre de l'échiquier politique. Voilà Sonia, peut-être de quoi alimenter vos débats avec vos invités. Certainement. Merci beaucoup Michael Zamès. Et justement, on va continuer à évoquer cette actualité politique très chargée. À moins de 2 mois du premier tour de la présidentielle, tout évolue, tout bouge, avec notamment aujourd'hui cette proposition d'alliance faite par François Bayrou et aussitôt acceptée par Emmanuel Macron. Alors quelles conséquences et puis quelle cohérence, quel changement aussi dans un paysage politique déjà mouvant et incertain. On va en parler avec nos invités ce soir. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Nous accompagne également ce soir Leïla Aïchi, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Sonia. Sénatrice MoDem de Paris, pardon. Nathalie Segonella, bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique à l'Opinion. Et Alexandre Vatimbala, bonsoir. Journaliste, spécialiste du centre et directeur du centre d'études et de recherche du centrisme. Et je présente votre ouvrage à paraître, Le centrisme du XXIe siècle. Vaste question, vous nous direz justement de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur cette journée intense avec cette proposition de François Bayrou acceptée. Et c'était bien sûr dans l'intérêt d'Emmanuel Macron. On voit tout cela avec Jérôme Bonnard. Emmanuel Macron a dit oui à François Bayrou cet après-midi. Pour le candidat de En Marche, c'est un tournant dans la campagne présidentielle. Un secret bien gardé depuis quelques jours, car en fait, les 2 nouveaux alliés s'étaient rencontrés la semaine dernière pour décider de s'unir. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir.
Jugeant le programme de François Fillon trop dangereux pour la France, François Bayrou a fait part de ses exigences envers Emmanuel Macron, au premier rang desquelles une loi de moralisation de la vie publique qui vise notamment les conflits d'intérêts. Je refuse, comme j'ai refusé toute ma vie, que des intérêts privés, de grands intérêts industriels ou financiers, prennent la vie publique en otage. Je ne céderai rien sur la séparation nécessaire de la politique et de l'argent. C'est l'occasion ou jamais de l'imposer. Fin du suspense donc pour le président du MoDem sur son éventuelle candidature à la présidentielle. Cette proposition d'alliance cache-t-elle d'autres ambitions en cas de victoire de Emmanuel Macron? Pour l'heure, il ne serait question que d'entente entre deux hommes qui se rencontreront officiellement dès demain. Voilà, et première question, en tout cas l'une des questions que l'on peut se poser après cette journée, Frédéric Dabi, c'est s'agit-il d'un élément, d'un changement important? Vous ne pouvez pas encore savoir comment vont réagir les électeurs, les citoyens, nous le verrons bientôt dans vos différentes enquêtes, mais est-ce que selon vous, pour le centre-gauche, le centre-droit, et plus largement pour cette campagne, il y aura un avant, mais un après? On l'a un petit peu mesuré puisque l'IFOP et Fiducial, cette semaine pour Match et Sud Radio, ont réalisé une enquête d'intention de vote sans Bayrou, alors que dans notre rolling quotidien, nous testons François Bayrou. On voit très bien que Emmanuel Macron profiterait, mais à l'époque c'était une supposition, de l'absence de François Bayrou. Il passe de 19% d'intention de vote à 22% lorsque François Bayrou n'est pas attesté. François Fillon en profite également parce qu'il y a le centre n'est pas seulement le MoDem et un centre-centre-gauche, il y a aussi un centre-droit réel. Il montrait autour de 20%. On voit comme tout cela favorise Emmanuel Macron, lui ferait entrer dans une nouvelle dimension, peut faciliter ou maximiser un vote utile à gauche. Tout le monde s'est focalisé sur le petit trou d'air dans les enquêtes d'opinion d'un point et demi d'Emmanuel Macron, sans voir que sur la longue période, le vrai trou d'air qu'on a vu à gauche, c'est Benoît Hamon qui est passé en quelques semaines de 18 à 14%. Si les choses continuent telles qu'elles le sont, quand on connaît le véritable cauchemar ou traumatisme pour les électeurs de gauche qu'a été le 21 avril et peut-être la répétition d'un 21 avril bis avec un second tour Fillon-Le Pen, tout cela, ce pourrait être des bonnes choses pour Emmanuel Macron pour essayer d'incarner ce vote utile de gauche, si je puis dire, pour éviter un second tour droite, extrême droite. En tout cas, il y a un temps de digestion dans l'opinion publique qui va se produire, mais clairement, compte tenu de la proximité du positionnement ni gauche ni droite, et gauche et droite, Emmanuel Macron n'a rien inventé. C'était le positionnement de François Bayrou en 2007 qui a failli à très peu de choses fonctionner jusqu'au bout. Il a vraiment talonné Ségolène Royal. Et compte tenu de la structure électorale d'Emmanuel Macron qui ressemble furieusement à la structure du vote Bayrou 2007, cadre supérieur profession libérale, diplômé, France du oui, ouverture européenne, cadre 35-49 ans. Voilà. C'est une cohérence de positionnement. C'est une cohérence. Mais est-ce que c'est une cohérence politique, Leïla Haïchi? On a bien compris que pour François Bayrou, il n'était pas question évidemment de rejoindre François Fillon. On l'a bien compris, mais pour autant, est-ce que l'alliance avec Emmanuel Macron est naturelle? Compte tenu du contexte, oui. Elle est naturelle. Je répète effectivement que cette démarche est éminemment importante compte tenu du contexte national dans lequel nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi de rappeler que François Bayrou a fait un grand geste, un beau geste, un geste d'un homme d'État responsable dans un contexte national extrêmement compliqué et que, en tout état de cause, il ne vous aura pas échappé, parce que vous l'avez rappelé dans votre reportage que ce dernier a décrit les quatre points fondamentaux pour cette alliance. Donc le MoDem rejoint, sera avec En Marche dans cette campagne présidentielle. Et compte tenu du contexte, je pense que c'est un bon choix. Voilà. Nathalie Segaud, il y a deux lectures ce soir de ce fait politique. Certains y voient, comme Leïla Haïchi, une décision courageuse de François Bayrou et cohérente. Quand on sait d'abord comment il croyait lui-même à son destin présidentiel, ça peut être de l'abnégation de ne pas y être allé. Et puis d'autres qui se disent c'est de l'opportunisme encore et toujours de sa part. Je comprends bien pourquoi on l'accuse d'opportunisme, mais honnêtement, je ne sais pas encore, personne ne sait ce qu'il peut gagner dans cette aventure-là. C'est quand même encore très incertain. La victoire d'Emmanuel Macron, elle est quand même loin d'être acquise. Et ensuite, honnêtement,
Pour un homme politique de cette envergure, c'est quand même pas rien. Enfin, c'est un geste quand même très fort. Et c'est la particularité de cette élection présidentielle, c'est que c'est la deuxième fois en quelques mois qu'on voit, après François Hollande, un homme politique de premier plan renoncer lui-même à être candidat. Et un conseiller de François Hollande me faisait remarquer cette semaine, mais avant le geste de François Bayrou, il me disait, regardez, personne n'est capable de se retirer. À gauche, ils sont 3. Et aucun des 3 n'est capable de faire ce geste pour que la gauche soit unie face au danger de Marine Le Pen. Donc, quand même, il faut ramener... l'opportunisme, honnêtement, je ne suis pas très sensible à cette critique-là et je ne le crois pas tellement, parce que quand même, c'est un geste que peu d'hommes politiques sont capables de faire, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord, Alexandre Vatim-Balaï? Est-ce que surtout les électeurs, sur ce créneau-là, j'allais dire, vont être aussi dans cette perspective? Alors, moi, je pense que Bayrou voulait absolument se présenter, c'est sûr, il le disait à tout le monde, il a tout fait pour se présenter, sauf qu'il y avait une situation qui était qu'il était à 5% dans les sondages, 5,5% chez nos amis de l'IFOP, et que Macron était effectivement à 20, 22, 23, et que quand il y a eu effectivement les polémiques de la semaine dernière, Bayrou a espéré, comme il espérait, il disait Macron va s'effondrer un jour. Je rappelle que ces derniers mois, tous les gens qui le voyaient, ou même qui l'écoutaient simplement, il disait Macron va s'effondrer. Et là, il s'est dit, avec les polémiques, c'est le moment, il va s'effondrer. Or, pas du tout, les sondages le montrent, il ne s'est pas effondré. Il y a juste un sondage, effectivement, qui a donné moins 5 points à Macron, mais c'est le seul, tous les autres n'ont absolument pas dit la même chose. Donc, il se retrouvait aujourd'hui où il devait se déterminer. Il ne pouvait pas dire je vais encore attendre 15 jours. Enfin, ça devenait n'importe quoi. Je veux dire, attendez, je réfléchis encore un petit peu, etc., etc. Donc, il a bien vu 5% et quitter la vie politique en se présentant pour avoir 3-4%, c'est-à-dire être un loser, en même temps être peut-être le chevènement du centre, c'est-à-dire celui qui va faire en sorte que, comme pour Jospin en 2002, effectivement, qui a barré la route à Jospin pour le deuxième tour, est-ce qu'il allait barrer la route à Macron, qui, pour une fois, l'espace central a une chance d'être au second tour. La dernière fois, c'était en 74 avec Giscard, mais qui était effectivement un homme de droite, qui avait effectivement agrégé autour de lui, on va dire, la droite modérée, et puis effectivement un certain nombre de gens du centre. Mais là, c'est vraiment plus je dirais, de l'espace central stricto sensu. Moi, j'appelle ça l'axe central. Et donc là, effectivement, il a aussi ce réflexe d'homme d'État, on va dire, ou d'homme politique qui a une certaine envergure, parce qu'il aurait pu dire « je ne me présente pas, j'attends de savoir comment Macron va évoluer pour éventuellement le rejoindre, je ne sais pas ce que je vais faire », parce qu'il n'a rien à gagner. Bayrou, c'est l'élection présidentielle. Il n'a pas un parti, il ne l'a jamais structuré pour gagner des sièges aux législatives. Donc il y a une forme de pragmatisme aussi quand il a regardé le tableau. Des sièges aux législatives. Donc il voulait effectivement. Comment vous réagissez? Il est vrai qu'il y a une semaine, pour ceux qui ont rencontré François Bayrou, sa décision semblait ne pas être prise. Peut-être pouvez-vous le confirmer ce soir. Non, mais c'est un parcours, c'est un cheminement. La semaine dernière, la décision n'était pas prise. Maintenant, le schéma, le scénario Macron était envisagé. Quel a été l'élément déterminant pour cette bascule selon vous? Ça lui appartient. Voilà, je ne veux pas rentrer dans cette dynamique, ça lui appartient. Il y a eu des débats, des échanges autour de cette question. Mais ils vous entraînent tous. Hein. Oui, non, mais ils nous entraînent tous d'une manière générale. Là, aujourd'hui, l'élément déterminant, c'est justement, comme vous l'avez dit très justement, cette possibilité de créer ce pourquoi il a toujours travaillé, à savoir cette coalition du centre-droit. Et peut-être est-ce aussi aujourd'hui une opportunité pour notre pays de peut-être balayer si je puis dire, le fait que le bipartisme et puis le fait que le Parti socialiste et les Républicains ont capté depuis un certain nombre d'années la vie politique française, l'ont structurée, l'ont peut-être aussi d'une certaine manière, le terme est peut-être un peu fort, mais fracassé. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, nous sommes au XXIe siècle, la population française et l'opinion française n'est plus en capacité d'admettre un certain nombre de choses et que peut-être aujourd'hui... Donc Emmanuel Macron peut faire ce dont a toujours rêvé François Bayrou. Là aujourd'hui, sur le fait de créer une coalition qui irait donc grosso modo Juppé, l'électorat de Juppé jusqu'à quelque chose qui correspondra à l'électorat de Valls, peut-être que c'est une opportunité d'ouverture considérable qui donnera un souffle nouveau à notre pays dont on a besoin dans le contexte national dans lequel nous sommes. Vous dites ouverture, mais Frédéric Dabi, ça peut être aussi perçu pour un échec personnel aussi de François Bayrou quand même. C'est un parcours, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans la vie politique, qui a fait un score tout à fait quand même honorable il y a quelques années, et voilà qu'il doit se retirer pour quelqu'un de plus jeune qui fait exactement la même
offre politique? Alors, rien ne dit que sa carrière politique est finie, sa carrière nationale. On n'est pas sur une logique d'Alain Juppé. Est-ce que, comme certains l'ont dit, quitte l'Élysée pour peut-être viser Matignon? Soyons extrêmement prudents sur ce type de propos. C'est vrai aussi qu'il y a... Ah, ça voudrait dire qu'il y a aussi du donnant-donnant dans cette alliance. Je n'en ai aucune idée. C'est vrai qu'il y a aussi, et je partage ce qui vient d'être dit, des conditions historiques réunies. Ce qui a échoué en 2001 avec Jean-Pierre Chevènement assez rapidement, il a commencé à chuter dès janvier 2002, et ce qui a échoué de peu avec François Bayrou en 2007 pourrait se produire, puisqu'on a la fin de la présidentielle comme un choc gauche-droite, la fin de la présidentielle comme un choc sortant, nouvel entrant, la fin de la bipolarisation, l'affaiblissement quand même considérable des représentants des partis de gouvernement, chacun dans son genre, François Fillon, Benoît Hamon, et puis un récit que font les Français lorsqu'on les interroge sur 2 quinquennats ratés, ou qui ont été des échecs, c'est comme ça qu'ils en parlent, et souvent très très sévèrement, celui de droite de Nicolas Sarkozy, celui de gauche de François Hollande. Il y a quand même un élément de faiblesse, parce que ce courant central n'est pas, je dirais, naturel et évident en France, compte tenu de la force et de la prégnance du clivage gauche-droite. C'était ce qu'on voyait dans les enquêtes d'opinion pour François Bayrou en 2007, et ce qu'on voit encore plus fortement sur le vote Macron, c'est la part considérable de Français, quand bien même Emmanuel Macron est à 19% d'attention de vote, peut-être plus sans Bayrou, entre 55 et 60%, qui déclarent « Je voterai pour Emmanuel Macron, mais je ne suis pas sûr de mon choix. Je peux encore changer d'avis. » Le risque d'un retour au bercail à gauche ou à droite est réel. C'est ce qu'avait finalement perdu Bayrou en 2007. Mais le potentiel électoral de Macron est le plus haut. Donc il faut aussi tempérer avec ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent si je ne vote pas pour mon candidat favori, je voterai pour Macron, et il est en tête là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un moment historique, et c'est le moment historique qu'attendait Bayrou. C'est-à-dire la gauche et la droite sont effectivement dans les choux, l'extrême droite est très forte, donc il y a la possibilité d'un recours, ce que voulait Bayrou en 2007 déjà, ce qu'il voulait également en 2012, l'Union nationale, la posture gaulienne, etc. Et c'est pas lui. Voilà, non mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'y faire. C'est-à-dire qu'il a senti que cette année, il y avait une possibilité pour l'espace central, pour l'axe central, pour les centristes, d'être au second tour et éventuellement de gagner la présidentielle. Et effectivement, ce ne sera pas lui. Et donc, ce n'était pas effectivement donné d'avance. Et c'est pour ça que jusqu'au dernier moment, il a espéré qu'il pourrait insuffler une dynamique, que Macron, effectivement, était un peu trop jeune. C'était un peu, effectivement, voilà, les gens ne sont pas sûrs de voter pour lui, peut-être, je ne sais pas, oui, il est sympathique, etc., etc., etc. Et puis non, il ne s'est pas effondré dans les sondages. Et donc, à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est-à-dire, il faut dire, qu'est-ce que je fais? Si j'y vais simplement pour avoir 3%, ça ne vaut pas le coup. Voilà. C'était d'autant moins gagné, comme vous dites, et dit comme vous dites. Nathalie Segonde, je vais vous laisser réagir. On va réécouter, c'est normal qu'on exhume un petit peu les phrases qui ont été dites, parce que ça explique aussi une cohérence ou un parcours ou un cheminement dans la prise de décision. Ce que disait François Bayrou d'Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui les critiques sont balayées, oubliées? Nous vous posons la question juste après, on l'écoute. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Bon, Nathalie Segonde, tout le monde peut évoluer, peut changer d'avis, mais quand même, François Bayrou semblait sincère à ce moment précis quand il disait qu'il n'y croyait pas. Oui, mais alors là, quand même, on est en septembre. Il est vrai. Il souhaite, il soutient, enfin, il a dit, à ce moment-là, il est dans la posture, je ne me présente pas si Alain Juppé est investi par la primaire des Républicains. Mais il soutient Alain Juppé. Faire battre Alain Juppé. On peut parler de ça également. Ouais, vraiment. Enfin, je veux dire que son soutien ostentatoire devant les sympathisants de LR, on sait bien qu'à un moment donné, il va y avoir une réaction. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. C'était pas la motivation ni la philosophie. Non, la stratégie politique, mais je pense que Bayrou est très fort dans les stratégies politiques. Je pense qu'il souhaite à ce moment-là, il est dans le combat politique vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui est en train de lui voler le feu centriste.
Il se bat avec Emmanuel Macron quand il l'accuse d'être le candidat des forces de l'argent. Ce n'est rien d'autre. Ensuite, effectivement, il parlera d'un hologramme, il continuera, jusqu'à ce que ce soit François Fillon qui sort de la primaire, avec un programme très dur qu'il ne peut pas soutenir, et ensuite accablé par une affaire liée à sa femme, qui est à l'inverse de tout ce qu'il défend depuis des années. Donc, évidemment qu'il a évolué, évidemment que le discours n'est pas le même en septembre, en janvier et en février. Enfin, vous pouvez affirmer qu'il était content, qu'il était triste que Juppé perde. Est-ce que vraiment vous pouvez affirmer ça? C'est non, mais c'est important. Il voulait se présenter. Donc, s'il voulait se présenter, il fallait que Juppé perde. Non, mais vous affirmez des choses que vous ne pouvez pas vérifier quand vous dites il voulait se présenter. Au moment où nous parlons, c'était pas le cas. Au moment, en tout cas, il y avait le reportage, puisque on a soutenu le MoDem et François Bayrou, on soutenait Alain Juppé. Donc, il ne s'agissait pas d'abord de se présenter aux élections présidentielles, compte tenu de l'échéance. Vous vous rappelez de ces déclarations en janvier 2016 sur Alain Juppé? Et je finis sur le cas Macron. Et puis vous verrez bien. Sur le cas Macron, si vous pouvez me laisser finir. Vous pouvez me laisser finir. C'est simplement des déclarations de François Bayrou. La première remarque, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que François Bayrou dit bien « je vais avec Emmanuel Macron ». Il ne s'agit pas d'être fusionné ou absorbé par En Marche. Et au cas où il vous aurait échappé également, qu'il propose 4 conditions. Voilà, il y a quatre préalables, si je puis dire. Bon, et la moralisation de la vie politique, dont la moralisation, mot, hein. La moralisation et la question des conflits d'intérêts, qui est un vrai sujet dans notre pays, qui pose question et qui fait que justement, si beaucoup de nos concitoyens s'abstiennent, ne votent pas ou sont tentés par les votes extrêmes, c'est parce qu'il y a une absence de discussion de fond sur ces questions, notamment sur les conflits d'intérêts, qui sont un vrai sujet dans notre pays. Je ne vous ai pas demandé, est-ce qu'il vous a demandé votre avis, François Bayrou? Il a demandé l'avis à tous les membres récemment du bureau exécutif hier soir. Voilà. Hier soir. Oui, donc c'était une surprise pour vous? Non, c'était pas. Vous avez eu la nuit pour réfléchir. On a eu un échange hier franc. On a fait une réunion du bureau exécutif. Il a demandé l'avis à tous les membres de son bureau exécutif. Vous vous y attendiez? Vous avez été surprise? Vous pouvez peut-être nous dire cela, tout simplement? Non, je n'ai pas été surprise, voilà. On s'est dit. Frédéric Dabi, Emmanuel Macron, pour certains aussi, c'est quand même l'héritier de François Hollande. Son passé, il est quand même à gauche. Il a été ministre du gouvernement, secrétaire général de l'Élysée. Lui, il voudrait se défaire de cette étiquette, mais elle est bien là. Alors, 2 choses. Est-ce que François Bayrou lui amène un petit peu une coloration de centre-droit? Et puis, deuxième chose, est-ce que Emmanuel Macron, c'est quand même encore la gauche. Donc, est-ce que François Bayrou, on y voit peut-être un trio, François Hollande, François Bayrou, Emmanuel Macron? Oui, justement, je ne pense pas que François Bayrou lui apporte une coloration de centre-droit. C'est plutôt, alors, de ce point de vue-là, peut-être du pain béni pour le camp Fillon et le camp de la droite. Quelle est l'étiquette que cherche depuis des semaines, au-delà du Penelope Gate, d'associer les fillonistes à Emmanuel Macron? C'est l'héritier de François Hollande, Hollande bis. Évitons un deuxième quinquennat de gauche. Si vous voulez un deuxième quinquennat de gauche, votez Macron. Maintenant, avec le ralliement, l'alliance, le rapprochement entre François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est du carburant en plus pour une partie de l'électorat de droite pour le mobiliser sur le mode celui qui a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy en 2012, qui n'a pas franchement appelé à voter pour lui en 2007, il n'a pas donné de consigne de vote, il a dit qu'il s'abstiendrait si je ne me trompe pas. C'est une manière d'accoler encore Emmanuel Macron à François Hollande d'une part et à celui qui est vu dans l'imaginaire des électeurs de droite, et on se souvient très bien de ce qui s'est passé pendant la primaire sur l'affaiblissement d'Alain Juppé. Mais je ne partage pas votre point de vue. Je ne peux pas savoir si François Bayrou voulait la défaite d'Alain Juppé. Ce n'est pas notre propos. C'est compliqué d'être dans sa tête. Je viens de dire que personne ne peut savoir. Et puis, ça n'a pas de sens sur ces différentes moi, je le sais, je vous dis que c'est faux, c'est pas vrai. Et voilà. Je ne peux pas dire ça. J'ai également échangé avec lui. Clairement, il a soutenu Alain Juppé. En tout cas, ça peut remobiliser une partie de l'électorat de droite par rapport auquel François Bayrou reste un sujet inflammable, si je puis dire, pour accoler à Emmanuel Macron une sorte de filiation Hollande, Macron, Bayrou. Et bien justement, je vais vous faire réagir. On va simplement écouter, c'est ce que dit ce soir la droite, et notamment Nathalie Kosciusko-Morizet. Du côté de Macron, pour un homme qui disait qu'il ne ferait pas d'alliance d'appareil, c'est quand même un virement notable. Et du côté de Bayrou... finalement, c'est quelqu'un qui a soutenu Hollande en 2012 et qui aujourd'hui soutient le conseiller puis ministre de Hollande. Est-ce que c'est bien surprenant?
Voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet au micro de Michael Zamet, c'était aussi au dîner du CRIF ce soir. Laïla Echip, par rapport à ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet, il faut démontrer que cet accord justement n'est pas politicien, c'est pas une cuisine interne. Au-delà de dire de no comment, non, c'est pas on a l'impression qu'ils sont amnésiques. Hein. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer chez eux? Non, mais très honnêtement. Enfin, je veux dire, on en est dans cette situation de leur propre, comme on dirait dans le jargon juridique, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je veux dire, c'est quand même qu'ils se réinterrogent eux-mêmes. Ça, c'est la première remarque. Je rappelle également qu'au départ, François Bayrou a soutenu Alain Juppé. Voilà, donc ce discours qui consiste à dire que François Bayrou est un homme de gauche, non, François Bayrou est un homme, c'est un centriste. Voilà. Et Emmanuel Macron, c'est un homme de, pour vous? Je le considère, compte tenu de son programme, et à gauche et à droite, parce que je préfère les inclusions que les exclusions, que le ni à gauche ni à droite, mais enfin chacun est à même de se déterminer lui-même. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons certainement une chance historique d'arriver à une situation où nous allons enfin avoir une coalition de centre importante qui rassemblera des gens centre-gauche, centre-droit, pour travailler ensemble et conduire notre pays vers une dynamique positive d'un point de vue économique, sociétal, vers une ouverture vers le monde. On en a besoin. Aujourd'hui, on a un enjeu historique, encore une fois. Marine Le Pen est accréditée de taux extrêmement élevés. Moi, je n'oublie pas que Donald Trump a été élu. Voilà, c'est pas forcément mon idéal de société. Que nous avons Poutine en Russie. Que nous sommes également... On est en train de se concentrer... Vous autant de chiffons rouges pour nous dire que vous êtes le seul recours, ou sinon c'est le chaos? Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, les autres propositions politiques sont faibles. Enfin, je veux dire, on envoie des signaux. On parlait de dans les Monsieur sondages, Fillon. François Fillon, il a pas de 20%. Quand Madame Nathalie Kosciusko-Morizet se permet de dire que qu'Emmanuel Macron ne voulait pas d'accord partidaire, mais enfin marche sur la tête, on imagine qu'on va gérer la France avec un parti unique. Évidemment qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut trouver des coalitions. Est-ce que demain, Monsieur François Fillon, avec 20% des intentions de vote ou un peu moins, sera en capacité de diriger la France avec un programme tel que le sien aujourd'hui? La France sera dehors, donc c'est pas du tout. Enfin, faut quand même remettre le sujet dans son contexte. On est en 2017. Enfin, on est tous autour de cette table au courant de ce qui se passe dans notre pays. On a des tensions extrêmement fortes. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas non plus négliger le contexte international. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a pour autant que la candidature d'Emmanuel Macron rejointe par François Bayrou est la seule solution. Non, mais je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure solution. Alexandre Vatimbal, oui. Excusez-moi. Et qu'aujourd'hui, un candidat comme Fillon et d'autres à 20% d'intention de vote, je les défie de pouvoir diriger la France sans avoir d'autres accords partidaires. Alors ça, c'est une question importante, justement, Alexandre Vatimbala, puisque vous parlez de ce centrisme du XXIe siècle. À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il peut ressembler à ce que décrit là Laïla Echip? Alors, absolument. Je veux dire, c'est pas parce que je dis que François Bayrou est un homme, enfin un animal politique qui a une stratégie. Et il ne fait pas de politique politicienne. Il a simplement une stratégie. Il voulait être président de la République parce qu'il a un projet, parce qu'il a des idées, et qu'il se voyait mieux président de la République qu'il voyait Alain Juppé. Mais on va pas discuter de ça. Je veux dire, nous savons que les hommes et les femmes responsables politiques ont quand même des stratégies. Toutes ses déclarations, tout son comportement, etc. Enfin bon, peu importe. Mais on oublie vite en politique. Et tant mieux peut-être pour un certain nombre d'hommes politiques et tant pis pour d'autres, etc. Ce que je voulais dire, c'est que le centrisme, effectivement, est aussi vieux que la droite et la gauche. Je rappelle que quand la Révolution française existe, il y a la droite, la gauche, et puis il y a le marais qui est au milieu, qui est d'ailleurs majoritaire, qui sont quoi? Des gens qui veulent la monarchie et la démocratie, la liberté et la monarchie, parce qu'ils disent attention, etc. Donc on est effectivement au départ chez des gens modérés qui prennent leurs racines chez Aristote, la médéité, enfin je veux dire le juste milieu, etc., repris par les orléanistes, etc. Sauf que effectivement, c'est toujours effectivement des gens un peu à gauche, un peu à droite, etc. Sauf que, comme pour toutes les pensées politiques, ça évolue. Et après la Deuxième Guerre mondiale, avec le MRP, on a autre chose. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des gens qui réfléchissent en disant c'est quoi le centre et le centrisme? C'est pas simplement effectivement un peu de gauche, un peu de droite, etc., etc. C'est autre chose. C'est pas un ailleurs à la Michel Joubert, ou effectivement que Bayrou a aussi utilisé, que Macron quelquefois utilise, qui ne veut rien dire, cet ailleurs, qui d'ailleurs n'a pas eu beaucoup de succès politique, donc ceux qui l'utilisent devraient faire attention. C'est un équilibre.
C'est pas un milieu, c'est un équilibre, c'est un juste équilibre. C'est-à-dire que c'est pas, effectivement, on ne se trouve pas au milieu de la droite et de la gauche en disant oh, ça c'est intéressant à droite, ça c'est intéressant à gauche. C'est simplement un juste équilibre. C'est comment contenter le plus de gens avec le plus de choses possibles, mais en contentant tout le monde, en étant dans l'équilibre, en n'étant pas effectivement dans l'extrémisme, en n'étant pas effectivement dans le clientélisme. Le centre, c'est tout sauf le clientélisme. Donc le centre du XXIe siècle, c'est un centre qui effectivement ressemble à ce que propose Macron, qui ressemble beaucoup à ce que propose François Bayrou, qui ressemble un peu moins à ce que propose l'UDI, sauf quelques-uns encore à l'UDI. Et quand on parlait de politique politicienne tout à l'heure, Bayrou n'y est pas, l'UDI est en plein dedans, ce qui fait aussi la différence entre les deux chemins. Mais effectivement, il y a aussi un centre droit et un centre gauche, mais il y a un centre, un vrai centrisme qui est le juste équilibre. Comme voilà, un équilibre. Humanisme du juste équilibre. D'où ma question, Nathalie Segonde. Bien sûr. Faut pas oublier ça. Marquant. C'est un vrai point commun entre et on va en Emmanuel parler. Macron et François Bayrou. D'ailleurs, l'axe majeur qui les relie. Nathalie Segonde, justement sur ce que décrit Leïla Haïchi, Alexandre Vatimbala, cet équilibre. Est-ce qu'il est possible dans notre pays? Parce qu'on a une histoire, on a une culture. La droite, la gauche, on a les alternances. Encore ce soir, au dîner du CRIF, François Hollande, dont je surveille un petit peu les déclarations au fil Twitter, dit que ces clivages ne vont pas forcément disparaître. Et attention s'ils disparaissent. Est-ce que c'est si facile que ça, notre culture politique à nous? Oui, j'ai vu aussi que Christiane Taubira ce matin dans Le Monde disait que la droite et la gauche, ça permet finalement de se faire la guerre, que la politique c'est ça et qu'il faut qu'il y ait une droite et une gauche pour se faire la guerre via la politique. Je ne sais pas moi si c'est... Je pense que les gens quand même en ont soupé de ces clivages. Je pense qu'ils ne cessent d'alterner droite et gauche sans jamais obtenir un coup à droite, un coup à gauche, sans jamais être satisfaits. Et peut-être que cette fois-ci, ils ont envie d'essayer autre chose. On le verra dans 2 mois. En tout cas, c'est quand même une énorme remise en cause. On verra aussi s'ils sont capables d'en finir avec les partis, parce que c'est aussi quand même une remise en cause des partis politiques, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, rallié par François Bayrou aujourd'hui. Et est-ce qu'ils veulent sortir de ce système très institutionnel des partis? On a l'impression que oui, mais dans les sondages, c'est un saut dans l'inconnu. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Moi, j'en suis pas convaincue. Enfin, je suis pas sûre qu'ils aient l'audace de vraiment tenter cette expérience. Et est-ce que les électeurs, surtout, vont justement les suivre jusqu'au bout? Quand même, après la présidentielle pour les législatives et tout le reste, c'est quand même une inconnue. Sur pas mal de points, Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a cette incertitude-là que vous mesurez? Alors sur l'élection présidentielle, je partage complètement ce que vient de dire Nathalie. On est quand même sur l'élection la plus incertaine depuis extrêmement longtemps. On a perdu tous nos repères, aucun sortant, que des candidats nouveaux, fin de la bipolarisation, on pourrait continuer. Puis ce dégagisme qui a touché de Cécile Duflot à François Hollande, de Nicolas Sarkozy à maintenant François Bayrou, même si c'est un autodégagisme, si je puis dire. Sur les législatives, je pense que compte tenu de la place des législatives dans le calendrier électoral, le président élu a quand même un effet d'impulsion, même si les choses ont changé, même si la tripartition du champ politique change les choses, pour lui permettre d'avoir une majorité. C'est ce qu'on a vu en 2002, 2007 et 2012, même si les règles peuvent être bousculées. Je reste quand même frappé par la part d'électeurs indécis, qui est nettement plus forte qu'en 2012 et qui se rapproche de celle de 2007 où justement il y avait une offre centrale qui au final a échoué. Donc tout est possible. Pour conclure, Leïla Haïchi, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les orphelins du MoDem, dont vous faites partie finalement maintenant, puisque François Bayrou ne sera plus finalement sur la scène, en tous les cas n'est plus candidat à la présidentielle, vont rejoindre également, vous allez faire ce mouvement de balancier en marche? Pas l'expression orphelin. Vous préférez quoi? Du MoDem? Non, enfin non, c'est un. J'ai choisi ce qui a été le plus soft. Un cheminement, un cheminement dans un combat politique qui va s'avérer compliqué, vous y êtes aussi. Qui est pas simple. Qui est loin d'être simple, il faut être aussi lucide. Voilà, la bataille n'est pas encore gagnée. Nous sommes encore une fois dans un contexte qui est très compliqué, mais en tout état de cause, pour le MoDem, pour En Marche et pour l'avenir de l'enfance, je pense que c'était le choix le plus sage et le plus pertinent dans le contexte national dans lequel nous sommes.
Eh bien, nous verrons cela à l'épreuve des faits, des différentes enquêtes et sondages à venir. Merci beaucoup pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. La suite de notre émission, et justement, nous allons parler de cette campagne incroyable, comme vous l'avez dit, Frédéric Dabi. En l'espace de quelques mois, de nombreux responsables politiques de premier plan se sont retirés ou alors ont été battus dans les urnes. Un changement profond est à l'œuvre dans notre paysage politique. Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Bruno Roger-Petit, éditorialiste à challenge.fr, à François-Xavier Bellamy, philosophe et auteur. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Merci. Public Sénat vous donne rendez-vous au Salon international de l'agriculture pour une plongée quotidienne dans la plus grande ferme du monde. Des grands débats qui animent le monde agricole, aux visites des candidats à la présidentielle, vous serez aux premières loges de ce grand événement. Le Salon de l'agriculture, en partenariat avec Groupama, un événement à suivre du 25 février au 3 mars, en direct sur Public Sénat. Je m'appelle Joseph Wrezinski, et je vis ici, dans la banlieue de Paris, au milieu de ces familles entassées dans ces bidonvilles. Va, dégage-toi! Moi, j'ai des gosses à nourrir. Ces hommes sont humiliés, monsieur le maire. La solution, on la connaît tous les deux. Il faut les raser le camp. Et les gens? Chaque chose en son temps. Vas-y, géant! Montre-la! Je veux partir d'ici. Je n'essaie pas de détruire cette population. Parce que ces familles-là, c'est mon peuple. Ce qui compte, c'est la fierté. Si la société accepte la misère, eh ben la misère, elle existe. Joseph l'Insoumis, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission On va plus loin pour débattre à présent et analyser ce paysage politique qui ne cesse d'évoluer. Avec ce constat, la disparition de nombreux responsables politiques de premier plan. Soit ils se sont retirés d'eux-mêmes, soit ils ont été battus dans les urnes. Mais c'est un fait majeur. Nous parlerons également de ce débat à venir entre les candidats. C'est inédit. Ça va se passer à la télévision avant le premier tour. Qu'en pensent nos invités? On va les interroger. C'est Bruno Roger-Petit. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste auprès de challenge.fr et il est philosophe, auteur et bien autre chose. François-Xavier Bellamy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va s'arrêter à un moment sur un phénomène que Jean-Luc Mélenchon a nommé le dégagisme, entre guillemets. On dira de manière plus soft la disparition du paysage de nombreux responsables politiques de premier plan. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Il y a encore quelques mois, on ne s'imaginait pas un tel scénario, mais fin novembre, en à peine 2 semaines, toute une génération politique a tiré sa révérence. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, tout d'abord, éliminés des primaires par l'outsider François Fillon. Quelques jours plus tard, c'est François Hollande, miné par son impopularité et poussé vers la porte de sortie par Manuel Valls, qui annonce son retrait de la course à la présidentielle. Un départ suivi par plusieurs de ses proches, au compte-gouttes, comme Jean-Marc Ayrault et Claude Barthelone. Tous deux ont décidé de passer la main. Ce soir, un autre routard de la politique, habitué aux campagnes présidentielles, François Bayrou, renonce également en se ralliant à Emmanuel Macron après s'être présenté en 2002, 2007 et 2012. Quel est votre regard, Bruno Roger-Petit, là, sur ce paysage politique plus mouvant, plus incertain que jamais? J'aime pas tellement le mot dégagisme parce qu'il porte une charge un peu violente. Bon, je préfère parler d'insurrection électorale, c'est un peu moins violent. Mais c'est ce qu'on vit. Voilà. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais enfin, en 3 mois et demi, on a vu passer par la fenêtre l'ancien président de la République, l'actuel président de la République, le Premier ministre en titre et un ancien Premier ministre. Je crois qu'il y a 2 convergences auxquelles on assiste. D'abord la fin d'un cycle politique à gauche, qui est celui du Parti socialiste, et puis également la fin d'un cycle politique à droite, avec l'érosion progressive mais lente d'une droite dite républicaine et traditionnelle, dont on n'avait pas vu en fait qu'elle était autant en crise d'identité politique que l'aile Parti socialiste. Parce que dans l'opposition, les difficultés de François Hollande ont caché cette crise culturelle profonde. Et aujourd'hui, elle est rattrapée par cela, plus évidemment ce qui peut arriver à François Fillon par ailleurs, qui aggrave la situation. Mais je pense profondément que la droite, dite les Républicains aujourd'hui, est dans une crise d'identité
qui provoque aussi ce à quoi on assiste, c'est-à-dire que vous avez le candidat du Parti socialiste qui ne va pas bien, et vous avez le candidat Les Républicains qui ne va pas bien. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces changements profonds qui expliquent vraiment ce bouleversement politique, culturel dans notre pays ? Tout le monde les constate et en même temps, je crois que le mouvement que porte, le mot que porte Jean-Luc Mélenchon, un peu violent effectivement de dégagisme, a aussi quelque chose à voir avec la difficulté que notre pays rencontre dans le renouvellement de sa vie politique. On peut observer que dans d'autres démocraties, dans d'autres grandes démocraties, par exemple dans la tradition anglo-saxonne, il est beaucoup plus commun que la vie politique se renouvelle et d'une façon qui se fait sans douleur. On regarde un David Cameron, par exemple, le Brexit passé s'est retiré et je pense qu'on n'entendra plus... Il a été un peu contraint, hein, oui. Il a été il s'est mis lui-même dans la balance. D'ailleurs. Oui, mais en France, il se serait représenté à des élections. Certainement, oui, on a peut-être aussi cette difficulté-là qu'on a peut-être plus de mal à tourner les pages et il ne devrait pas y avoir de drame dans le fait qu'une page se tourne. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une espèce de profond décalage, je crois, entre la réalité des attentes des Français, des inquiétudes qu'ils ont au quotidien dans leurs préoccupations et la nature de ce débat qui est totalement décalé par rapport au rendez-vous sans doute historique que la France rencontre en 2017. Une élection présidentielle, c'est toujours l'occasion de remettre sur la table les sujets de fond. Je crois que c'est ce qui s'est passé d'une façon assez forte dans la primaire de la droite et ce que vous interprétiez comme une crise d'identité, je pense que cette primaire a été surtout l'occasion de mettre sur la table toutes les divergences qui pouvaient exister pour avoir un débat vraiment de fond. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas l'occasion d'avoir un débat de la même qualité à l'occasion de cette élection présidentielle et je pense que c'est vraiment une grande catastrophe pour notre pays. Oui, c'est vrai. François-Xavier Bellamy réagit sur ce que vous dites, la crise d'identité. J'allais faire la même chose, Bruno Roger-Petit. Est-ce qu'au contraire, la droite n'a pas retrouvé une partie de son identité avec la vraie droite? Alors pour quand même les militants, les électeurs, celle qu'incarne François Fillon. On l'a souvent dit, écrit. Je ne pense pas que la primaire est réglée, mais comme la primaire de gauche, hein, parce qu'en fait c'est ça la mécanique perverse des primaires. Elle a permis de constater la crise, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez un fort courant très conservateur, tant sur le plan sociétal qu'économique et social, qui a porté François Fillon vers la victoire, et puis vous avez le courant plus traditionnel, plus libéral, plus européen, plus ouvert, l'identité heureuse d'Alain Juppé. Bon, ça on a pu le constater, on a constaté un rapport de force. Mais il ne me semble pas qu'il y ait d'alliage aujourd'hui entre ces deux forces-là. C'est ça, il n'y a pas eu de synthèse, comme on dit au Parti socialiste. De la même façon qu'à gauche, vous avez exactement le même constat. On a constaté qu'il y avait une gauche de gauche qui a gagné avec Benoît Hamon, et puis une gauche plus autoritaire, qui se veut plus républicaine, plus laïciste que portait Manuel Valls. Mais vous voyez bien qu'entre les deux, aujourd'hui, voilà, on a un constat de divorce, mais on n'a pas pour l'instant le bonheur est au centre, de projet de mariage. Le bonheur est au centre. C'est la conclusion logique, puis vous m'y amenez. Si Emmanuel Macron existe aujourd'hui et s'il a été rejoint par François Bayrou aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a un espace de centre-gauche et de centre-droit gouvernemental qui était libre et qu'ils vont occuper tous les deux et probablement aussi dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent avec le renfort de socialistes porteurs de la culture de gouvernement. Ah, donc l'hémorragie que nous annoncions, enfin que certains annonçaient, peut-être pas une hémorragie, mais en tous les cas, le voyage va s'effectuer entre le PS... Ce qui a retardé l'affaire, c'est que, je termine vite, hein, c'est qu'avant le second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire le 29 janvier, Benoît Hamon était à 8-9 dans les sondages. Donc effectivement, vous aviez un certain nombre de socialistes qui étaient prêts à franchir le pas. Dès le lundi suivant, dès le mardi, il est à 18-17. Donc ça change la donne. Quand vous avez 20 ans... enfin même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de Parti socialiste, moi je connais des grands élus qui vous disent « j'attends ». Et je tirerai les conclusions au soir du premier tour. Et si Emmanuel Macron est devant Benoît Hamon et surtout au second tour de l'élection présidentielle, là vous verrez le raz-de-marée qui s'ouvrira. Cela, les conclusions dans les prochains jours. François-Xavier Bellamy, sur ce paysage que décrit Bruno Roger-Petit, ça ne va pas très bien à gauche, ça ne va pas très bien à droite, et est-ce que le bonheur est au centre? Ou en tous les cas, une des solutions est au centre? Moi, je ne crois pas pour le coup que la solution politique se trouve dans la synthèse. D'ailleurs, on voit bien ce que la culture de la synthèse a produit en termes de qualité de l'action publique qui a été menée pendant 5 ans. François Hollande était l'homme de la synthèse, et de fait, on voit bien que la synthèse, en général, ne mène pas à grand-chose quand il s'agit de mettre le discours à l'épreuve des faits. Il me semble que la politique, et je suis pour le coup assez
intéressé de ce que dit par exemple la philosophe Chantal Mouffe qui est proche de Jean-Luc Mélenchon sur cette question. La politique, c'est d'abord du débat. Et la politique, c'est d'abord des propositions qui peuvent être parfois engagées, qui peuvent être parfois très marquées. D'ailleurs, on l'a constaté dans les primaires, je ne crois pas que ce soit pervers. Enfin, je pense que quand le débat est de qualité, on voit bien que les électeurs qui viennent voter à la primaire tranchent souvent pour un projet qui justement est celui qui est le plus engagé, le plus investi, qui n'est pas toujours justement un projet de synthèse. François Fillon a apporté un vrai projet à la primaire. Benoît Hamon aussi, en son sens, a apporté un vrai projet de... Est-ce que pour autant, c'est vraiment tranché dans leur famille? Quand on voit par exemple aujourd'hui, puisque vous parlez de la droite, Alain Juppé qui a rencontré François Fillon et qui lui conseille davantage de rassembler, de s'ouvrir à sa famille politique, c'est bien... On voit bien que quand même, le rassemblement ou la synthèse, pour parler d'un autre mot, n'est pas naturel évident. Il y a une grande différence entre le rassemblement et la synthèse, justement. On peut rassembler plus facilement quand on a une ligne claire autour de laquelle réunir. Faire la synthèse, au contraire, ça veut dire nécessairement espérer une sorte de compromis électoral. Et l'homme de la synthèse aujourd'hui, c'est clairement Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, il a vu qu'il y avait un espace. Malheureusement, ça, c'est de la politique à l'ancienne. On voit un espace, on fait un calcul, on investit sur ce calcul et on essaye de se faire une clientèle électorale. La synthèse que propose... C'est pas indécent. La synthèse que propose Emmanuel Macron, qui consiste le matin à flatter la manif pour tous et le soir à déclarer qu'il faut faire la PMA pour toutes les femmes et pour tous les couples de femmes. La synthèse qui consiste à dire que la colonisation est un crime contre l'humanité et ensuite à reconnaître qu'elle a eu des acquis positifs, cette synthèse-là ne satisfait personne et cette fois-ci non plus, elle ne satisfera personne. En tout cas, elle serait une catastrophe si elle devait être mise à l'épreuve des faits, c'est une certitude. Sur cette synthèse-là, justement incarnée par Emmanuel Macron, qu'en pensez-vous? Oui, je vais faire 3 observations par rapport à ce que je viens d'entendre. D'abord, les primaires, ça permet de trancher en désignant un candidat, oui, mais ça laisse tellement de traces profondes, de blessures, de rancœurs, que systématiquement derrière, vous avez un camp qui n'a qu'une idée, c'est de prendre sa revanche sur celui qui l'a battu. On l'a vu en 2011. À peine la primaire gagnée par François Hollande, les aubristes, dont Benoît Hamon, organisaient une forme de résistance, en pourrissant les investitures législatives, en installant les Verts en force à l'Assemblée, ce qui a conduit à beaucoup d'errance, beaucoup d'incohérences, beaucoup de désorganisation. Bon, 2017-16, victoire de François Fillon. Pareil, on voit bien aujourd'hui que les sarkozystes ne sont pas enthousiaste à l'idée de faire campagne pour François Fillon et que lui-même ne les appelle pas au secours, sauf quand vraiment, au bord du gouffre, il faut aller chez Nicolas Sarkozy recueillir une onction, qui j'espère n'est pas l'extrême, mais en tout cas, c'est quand même une démonstration qu'il y a un problème. Et puis on voit bien, avec la victoire de Benoît Hamon, qu'une partie du Parti Socialiste, notamment les valsistes, je lisais encore tout à l'heure sur Twitter, un valsiste qui disait « mais nous on a fait 40% et on ne nous parle pas ». Bon, vous voyez bien que ça laisse des traces. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne synthèse au Parti Socialiste autrefois. Quand il y avait un courant qui était un courant central, c'était celui que portait François Mitterrand, autour duquel s'organisait la vie du Parti Socialiste. Tantôt on faisait alliance avec l'aile droite, Michel Rocard et Pierre Mauroy, tantôt on faisait alliance avec l'aile gauche, Jean-Pierre Chevènement, au gré des circonstances, historique ou pas. Mais il y avait cette synthèse-là. Le problème derrière, c'est qu'effectivement, les synthèses ont été vides de sens politique. Et ça a été le grand drame du Parti Socialiste pendant 10 ans. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Sur Emmanuel Macron, eh bien, il tire profit de la situation que je viens de vous décrire. Parce que le Parti Socialiste est en vide de sens et tiré vers la gauche, dans un espace qu'occupe déjà Jean-Luc Mélenchon. Vous avez quantité d'électeurs du Parti Socialiste qui sont des partisans de la culture de gouvernement, qui sont partis chez Emmanuel Macron. Bon. De la même façon que vous avez des électeurs de la droite qui ne se reconnaissent pas dans le projet qu'incarne aujourd'hui François Fillon et qui vont vers Emmanuel Macron. Et la recomposition, elle est simple, c'est une restructuration. C'est-à-dire que face à une gauche, Mélenchon-Hamon, qui représente aujourd'hui 27% de l'électorat, vous avez 25-30% d'électeurs de gauche, de centre-gauche et de centre-droit qui sont en déshérence et qui vont se retrouver dans ce projet parce qu'il correspond à ce qu'ils attendent. On ne peut pas annuler des électeurs. Donc, forcément, vous ne pouvez pas faire grief à Emmanuel Macron d'avoir fait une proposition qui correspondait à un temps historique et politique précis. Je ne lui en fais pas grief, bien sûr, mais ce que je trouve extraordinairement regrettable, c'est que cette proposition, elle se présente exactement comme vous venez de l'évoquer ici, avec beaucoup de précision et de brio, et je ne conteste pas du tout l'analyse. Simplement, c'est une analyse qui se fonde sur une question de segment, et on pourrait parler exactement de la même façon si on avait à s'adresser à un public en termes de marketing. Je crois que ce qui est dramatique, c'est de concevoir la politique comme un jeu à somme nulle, où les électeurs sont en quelque sorte prédisposés en vue d'une forme d'étiquette à laquelle ils sont indiqués, alors qu'en réalité, le débat politique a pour but de convaincre et de rassembler précisément. Et si il faut rassembler, on rassemble toujours auprès d'une ligne, autour d'une ligne qui est claire et affichée, ou alors, dans ce cas, c'est un jeu de dupes.
2012 a été un jeu de dupes. François Hollande, encore une fois, et de fait, s'il ne se présente pas, ça n'est pas parce qu'il n'a pas l'envie de se représenter, c'est parce que cette duperie est arrivée jusqu'à son terme. François Hollande a menti à la France en faisant un rassemblement qui était précisément une synthèse fondée sur un calcul marketing. Ce calcul marketing, c'était une espèce d'anti-sarkozysme matiné de clin d'œil à l'extrême gauche, et le tout s'est terminé dans une espèce de gigantesque déception. Aujourd'hui, le grand drame, c'est qu'Emmanuel Macron est en train de prendre le même chemin. Si Emmanuel Macron a un projet pour la France, qu'il nous le présente, qu'il nous en parle. S'il a une ligne pour la France, qu'il nous en parle. Si Emmanuel Macron pense que la colonisation est un crime contre l'humanité, très bien, qu'il l'assume, mais qu'il ne vienne pas dire le soir que c'est ensuite un crime contre l'humanité qui a eu des effets de civilisation, parce que ça n'a plus aucun sens. Si Emmanuel Macron pense que la manif pour tous a eu tort, qu'il le dise, mais qu'ils ne viennent pas, encore une fois, nous dire tout et son contraire dans la même journée. Parce que le drame, ce serait que le projet d'Emmanuel Macron puisse réussir. Ce non-projet, s'il finissait dans la crise politique actuelle par réunir une majorité, je crois qu'il nous exposerait à une désillusion de plus, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la France ait de quoi s'offrir une désillusion supplémentaire. Et j'ajoute pour terminer que la conversation qu'on a à l'instant, encore une fois, je n'en conteste pas les termes, elle est certainement juste en termes de calcul électoral, mais je la trouve terriblement triste en réalité. Enfin, j'ai l'impression d'entendre parler d'une politique que nous n'attendons plus, que nous ne voulons plus. Nous avons des problèmes majeurs devant nous, et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le calcul que font ceux qui s'expriment devant les électeurs est bien souvent déterminé simplement par des circonstances d'opportunité, exactement ce que vous venez d'exprimer à l'instant. On s'allie avec un tel, on s'allie avec tel autre en fonction des circonstances, en fonction des moments. C'est ça qui a créé la crise politique qu'on traverse aujourd'hui. Et on peut quand même pas dire que ça a fonctionné. Pour terminer, moi, ce que j'espère, c'est qu'une ligne politique claire va gagner, parce que c'est de ça que la France a besoin aujourd'hui. Quelle ligne? Parce que je crois que vous serez candidat d'ailleurs aux prochaines législatives. Exactement. Je pense que la ligne, ce qui est la primaire de la droite a démontré, c'est que François Fillon a porté un projet fort, et que les projets forts attirent, que François Fillon a convaincu. Il partait de pas grand-chose, et c'est ça la magie de la politique, c'est que précisément il a su rassembler, et non pas faire une synthèse, mais rassembler, parce qu'il n'était pas précisément dans la demi-mesure. Il avait un projet clair, cohérent, il l'a porté. J'espère que ce projet peut encore convaincre, malgré tous les parasitages que la campagne impose à Quand on entend François-Xavier Bellamy, on se dit qu'il est impossible que le clivage gauche-droite éclate, explose, soit pulvérisé en France. François-Xavier Bellamy nous dit qu'il faut absolument rassembler son camp, son noyau dur pour pouvoir aller ensuite vers la présidentielle. C'est l'inverse pour Emmanuel Macron. Il nous dit, au contraire, il faut que je rassemble et ensuite je me présente. Moi, je peux inverser tout ce que vient de dire François-Xavier Bellamy. Il nous dit François Fillon est parti de rien et regardez où il est arrivé. Oui, Emmanuel Macron, pareil. Et il partait même d'encore plus loin, parce qu'il y a 2 ans et demi, personne ne savait qui c'était. Donc la question. En attendant, il y a eu beaucoup de unes et de couvertures de grands magazines hebdomadaires qui nous ont permis de découvrir la vie d'Emmanuel Macron sur tous ses aspects avec la plus grande bienveillance. Oui, simplement, ce sont des hebdomadaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous mettez Emmanuel Macron à la une, ça va répondre à votre question. Quand vous mettez Emmanuel Macron à la une de Paris Match, c'est plus 30 à 50% de vente. Donc il se passe quelque chose autour de lui. Parce que vous savez, les journalistes, ils ont une logique économique. Ils ont un journal à vendre. Si le journal avec Emmanuel Macron en une, avec son épouse Brigitte, se vend mal, vous ne verrez plus Emmanuel Macron en une. Donc ce n'est pas une cause, Emmanuel Macron en une, c'est une conséquence. Il se passe quelque chose. Bon. Parti de rien, il est aujourd'hui à 20%. Pourquoi ? On va parler du candidat Fillon, si vous voulez bien. Le candidat Fillon est porteur d'un projet économique et social qui inquiète. Vous reprochez à Emmanuel Macron des zones d'ombre. Personne ne peut dire aujourd'hui, par exemple, ce que veut réellement faire François Fillon avec l'assurance maladie. Où est le curseur entre l'assurance maladie pour tous, la sécurité sociale, fondée par le général de Gaulle en 1945, et les assurances privées, les mutuelles privées? Où est le curseur? On ne sait pas. C'est le grand trou. Non. Il a présenté son projet complet hier sur le sujet. Mais le flou persiste. On ne sait toujours pas où est le curseur. Mais c'est vrai qu'il a modifié quand même le programme. Certains ont décrit une volte-face. Alors on peut pas. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc projet économique social inquiétant. Projet sociétal inquiétant. Parce que justement, candidat, élu, porté, soutenu par Sens commun, qui ne porte pas une vision de la société que tout le monde partage dans ce pays. Parce que la manif pour tous, c'est important à droite, mais c'est minoritaire dans le pays. Très largement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus de 65% des Français dans toutes les enquêtes d'opinion qui disent le mariage pour tous, c'est très bien, on veut le garder. Bon. Et puis vous avez aussi un troisième problème. Inquiétude économique et sociale, inquiétude sociétale, inquiétude sur la morale politique du personnage. On ne peut pas ne pas en parler. Quelle est l'image qu'a donnée François Fillon depuis que les affaires du Canard enchaîné, depuis que le Canard enchaîné a révélé la façon dont il avait utilisé de l'argent public pour salarier son épouse, salarier ici ses enfants, en échange de travail et d'emploi dont on peut
légitimement suspecter la réalité. Et vous allez m'expliquer qu'un homme qui donne le sentiment d'avoir vécu dans le confort, aux frais de la République, pendant des années, va venir, une fois qu'il sera élu président de la République, dire aux Français, maintenant il faut faire des efforts, assez l'assistanat, dégressivité des allocations chômage. Voilà pourquoi Emmanuel Macron est aujourd'hui à égalité dans les sondages avec François Fillon. Parce que ce candidat-là est porteur de multiples handicaps qu'il aura bien du mal à surmonter dans les 2 mois qui viennent d'ici le premier tour. En fait, c'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire que moi, je pourrais aussi vous répondre que Emmanuel Macron en a perdu 1,5 million d'euros de son patrimoine entre le moment de ses revenus et le moment de sa déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On pourrait continuer très longtemps comme ça. C'est pas de l'argent public. Mais je ne le fais même pas de l'argent public. Je ne le fais même pas encore. Peut-être que ce n'est pas illégal pour François Fillon. Pardonnez-moi de vous dire, on va attendre quand même. Non, mais moi je distingue tout à fait le légal du moral. Ce n'est pas illégal, ça peut être perçu comme immoral. Certes, la question se pose. Voilà. La question se pose, mais je crois simplement que... Encore que les enquêtes judiciaires continuent, hein. Elles ne sont pas closes. Enfin, le fait que on pourrait en parler indéfiniment. Je crois que les Français, d'ailleurs, ont suffisamment compris précisément que la presse que vous décrivez comme commercialement intéressée a aussi évidemment un biais. Et en l'occurrence, quand le Canard enchaîné titre 3 semaines de suite sur exactement le même personnage, ça n'est pas totalement anodin. Quand on sait par ailleurs... La 4e, ils sont passés à tirer solaire. Quand on sait par ailleurs la quantité des situations difficiles que la gauche au pouvoir a connues et sur lesquelles on a porté beaucoup moins d'attention, je pense par exemple à la publication du livre de monsieur Malbruno et Chénaud sur la question des relations pour le moins troubles d'un certain nombre de nos ministres. Revenons sur le fond, parce que ce qui est intéressant... On pourrait en parler indéfiniment. Simplement, c'est clair que l'attention des médias est clairement à géométrie variable. Cela étant dit, ce qui compte le plus, et je ne répondrai même pas sur cette question, enfin, ce qui compte le plus, c'est quels sont les projets qui sont présentés à la France aujourd'hui. Et à la fin, comme le dit François Fillon, l'électorat jugera, les électeurs jugeront. Qu'ils soient informés, c'est une chose, ils ont été informés, je pense que c'est bon. Je pense que maintenant, on pourrait peut-être reparler des questions de fond. Et en l'occurrence, ce qui est tragique, c'est que, exactement comme vous le disiez, et je partage tout à fait votre analyse, si aujourd'hui Emmanuel Macron est si haut dans les sondages, c'est simplement parce que précisément nous n'arrivons plus à parler des vrais sujets. Parce que si on parlait des vrais sujets, pour le coup, on se rendrait compte qu'on entend très peu Emmanuel Macron parler des questions concrètes qui intéressent les Français. Parlons d'éducation, on est devant une crise éducative absolument majeure. Sur cette question-là, pour le coup, François Fillon a fait des propositions qui sont extrêmement précises, qui sont transparentes, qui ont contribué pour une bonne part d'ailleurs à son succès à la primaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de ces questions-là. Ça fait 3 semaines qu'on parle du salaire des assistants parlementaires, alors qu'on est devant un rendez-vous vraiment historique. Et derrière, évidemment, qui est en difficulté, c'est notre démocratie dans son ensemble, parce que les Français disent, et ils ont bien raison, que ce qu'ils entendent à la télévision ne les intéresse pas, ne les concerne pas, en tous les cas, ne répond pas à leurs attentes. Il y aura un moment qui va les intéresser et qui permettra justement ce que vous décrivez. Bruno Roger-Petit, c'est ce fameux débat qui aura sans doute lieu. Ce sera quand même peut-être, hein, vous avez raison, soyons prudents, parce que les conditions pour réunir les différents candidats sont quand même très compliquées. C'est quand même inédit. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Tiens donc, pourquoi ? Je pense que ce type de débat peut convenir à l'organisation d'une primaire, pas au premier tour d'une élection présidentielle. Parce qu'il ne s'agit pas de désigner le même type de personnage. Là, il s'agit de désigner, je suis désolé, je suis très pile-en-collé, mais je vais assumer, là, on parle de Jupiter. Bon, Jupiter ne peut pas être traité sur un plateau de télévision comme une petite marionnette à côté d'autres petites marionnettes, à qui on va poser une série de petites questions auxquelles il va répondre pendant 1 minute, souvent de nature très programmatique, pour ne pas dire anecdotique, qui ne permet pas de délivrer la vision d'une certaine idée de la France. Et ça vaut pour tous les candidats. Bon. Et chacun connaît la mécanique et la façon dont fonctionne la télévision. Cette façon de faire, où chacun va s'exprimer 1 minute sur un même type de sujet, ça va permettre notamment à Marine Le Pen d'accuser tout le monde, de condamner tout le monde, et elle, de ne pas être en situation de pouvoir s'expliquer sur ce qu'est la réalité de son programme. On l'a vu l'autre jour dans l'émission politique de France 2, quand elle est questionnée là-dessus, on voit bien qu'il y a du vasouillage, des incohérences et des imperfections. Dans un débat comme cela, on ne pourra pas le mettre à jour. Moi, je suis partisan de la télévision de papa. Je pense que Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, quand ils interrogeaient François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et les autres, dans la durée, sur une bonne heure, avec une interview construite, c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus informatif pour le téléspectateur que ce type de débat qui relève du spectacle, mais qui en vérité ne dit pas grand-chose.
Ah bah alors c'est assez... je ne m'attendais pas à une telle réponse, parce que c'est vrai que là, on est porté par l'exigence démocratique de dire il faut ce débat, et encore plus un mois avant la présidentielle. Mais il est vrai, pour rejoindre Bruno Roger-Petit, que parfois, même quand on regardait le débat des primaires, on avait l'impression que c'était peut-être le futur ministre du budget, en tout cas des finances. Hein, on n'est qu'un soit secrétaire d'État. Et on cherchait du budget, la vision, de la le cap. santé, bon. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Moi, je dirais que oui, ce sur quoi on peut être inquiet, et je rejoins Bruno Roger-Petit sur ce point, c'est surtout sur le caractère très superficiel des réponses qui peuvent être apportées dans un cadre extrêmement contraint. La question, c'est, je crois que le débat est toujours bon, la démocratie se nourrit de débats et de la rencontre entre les visions. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense qu'effectivement, le débat peut faire apparaître, on l'a quand même vu dans les primaires précédentes, par exemple, peut quand même faire apparaître la lumière à un moment où il y a besoin de trouver une forme de clarté dans la rencontre entre différentes opinions ou différentes options qui sont proposées. La question qui est posée, c'est dans quel cadre se déroulera-t-il et quelles en seront les modalités. Et là, pour le coup, c'est vrai que dans les débats des primaires, il y avait quelque chose d'un peu dérisoire dans le fait qu'on propose à un candidat de proposer sa vision de l'éducation en 1 minute 30. C'est clair que ça n'a vraiment, à ce niveau-là, plus beaucoup de sens. Mais là, pour le coup, on est devant aussi la responsabilité des journalistes, qui est grande, de savoir comment structurer les temps de parole et comment structurer la hiérarchie des sujets aussi. Parce qu'on voit bien souvent que, malheureusement, le monde parisien de la politique s'entretient dans des sujets qui sont les siens, finalement, des obsessions qui sont les siennes et qui ne rejoignent pas toujours les préoccupations réelles des Français. Vous avez raison, la responsabilité des journalistes, mais j'allais dire contrainte quand même par les revendications des candidats et de leur entourage. Voilà. Pardonnez-moi, dans le débat sur la primaire de la droite, je me rappelle de ce moment un peu fort où justement pendant 20 minutes le débat était porté sur François Bayrou, jusqu'à ce qu'à un moment les candidats eux-mêmes disent non, ça suffit, parlons d'autre chose, parce que je pense qu'en fait en réalité c'était plutôt le prisme du moment. D'ailleurs ça nous paraît dérisoire aujourd'hui, on voit bien que finalement l'actualité va très vite, les vrais sujets eux demeurent et c'est eux qu'il faut traiter. Il y a effectivement un problème technique, c'est-à-dire quand ce sont des candidats à la primaire d'un parti qui grosso modo partagent les mêmes valeurs, il est plus facile d'organiser le débat entre eux, de trouver un accord sur le conducteur, on va parler de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Bon, là ce sont des candidats qui sont tous de camps opposés. Donc si Emmanuel Macron arrive et dit « moi je veux qu'on parle d'abord d'Europe », Marine Le Pen va dire non, moi je veux qu'on parle d'abord de préférence nationale, et puis François Fillon voudra autre chose, et puis Benoît Hamon voudra autre chose, et puis quand Benoît Hamon dira moi je veux qu'on parle des perturbateurs endocriniens et des marchés bio, d'autres vont dire bah non c'est pas le sujet, on va vouloir parler terrorisme avant. Donc il y a quelque chose dans l'organisation de ce débat qui a été lancé comme ça, un peu dans la précipitation, qui ne me paraît pas avoir été anticipé du point de vue des organisateurs du débat. Première observation. Deuxième observation, je trouve qu'en éliminer Nicolas Dupont-Aignan, qui a obtenu près de 5% des voix aux élections régionales dernières, 7% dans la région parisienne, qui est l'incarnation en France, à droite, du vieux courant souverainiste et gaulliste, qui existe. Je trouve que l'exclure a priori, parce qu'aujourd'hui, les aux alentours de 3 ou 5% dans les sondages, ce n'est pas bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord et nous verrons si ce débat aura lieu avec de telles conditions. Et j'espère que des candidats qui doivent participer à ce débat diront qu'il faut que Nicolas Dupont-Aignan soit là. Semble-t-il, l'a fait sur les réseaux sociaux en mettant en cause justement ce choix, je crois, de choisir les candidats à partir d'une barre de 10%. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Dans quelques instants, place au grand entretien et puis à la revue de presse, mais c'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ayons conscience que la démocratie est notre bien le plus précieux, mais aussi le bien le plus fragile. Elle n'est jamais garantie, jamais acquise une fois pour toutes. L'histoire nous l'enseigne suffisamment. C'est une conquête qui doit être défendue âprement, qui doit être constamment rappelée. Et ce combat, il doit être mené contre toutes les forces, ici ou à l'extérieur, qui voudraient remettre en cause la démocratie, notre mode de vie, notre idéal commun, la liberté. Front National. Son garde du corps est sorti libre, mais Catherine Griset, la chef de cabinet de Marine Le Pen, a elle été mise en examen. Ces deux proches de la candidate FN à la présidentielle sont visés par l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif des assistants FN au Parlement européen. Ils ont tous les deux été entendus aujourd'hui en garde à vue. La présidente du Front National dénonce une opération de la justice destinée à déstabiliser sa campagne. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et donc elle ne doit pas venir
perturbé pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. Marine Le Pen ne s'est pas acquittée le 31 janvier dernier des 340 000 € qu'elle devait au Parlement européen pour les salaires indûment versés. Le Parlement n'a pas non plus pu faire une saisie sur une partie du salaire de la députée européenne car un recours de son avocat a suspendu la décision. À gauche. Je pense que le panorama politique se met en place pour la présidentielle. On sent l'union du centre se mettre en place. Faut en tirer les conclusions. C'est-à-dire, faut que la gauche fasse la même chose. La multiplication des candidatures favorise l'éparpillement des voix. Et on risque d'avoir une très grande surprise à la fin. Moi, je suis très inquiet de voir la poussée de Marine Le Pen. Non seulement en intention de vote, mais on sait qu'elle est défavorisée par les sondages. Et il y a un vrai risque. Et si la gauche veut être au deuxième tour, ce qui s'est fait cet après-midi doit se faire à gauche. C'est-à-dire l'alliance avec les écologistes, même y compris avec M. Mélenchon, doit prendre corps. Et c'est dommage qu'elle soit ajournée. En France... Il dit avoir les 500 parrainages. Jacques Cheminade fera certainement partie des candidats à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas le cas de tous les petits candidats qui, à l'approche de la date limite de dépôt, le 17 mars prochain, peinent toujours à rassembler les précieux sésames, d'autant que les règles pour les obtenir ont changé. Le Conseil constitutionnel va publier 2 fois par semaine, au fur et à mesure de leur arrivage, le nom des parrains, le nom de ceux qui ont les présentateurs, comme on dit. Alors, évidemment, c'est au cours d'une procédure, on publie ce qui se passe, donc on peut exercer une influence sur les gens. Autre problème, le raccourcissement de cette période pour récolter les parrainages. Avec le décalage du Conseil des ministres cette semaine, les candidats ont perdu plusieurs jours. Au Sénat. Fiasco, échec, le constat est sévère. La politique de déradicalisation mise en place après les attentats ne marche pas. Ce sont en tout cas les premières conclusions de 2 sénatrices, Catherine Troendlé et Esther Benbassa, rapporteurs d'une mission d'information sur la politique de déradicalisation. Il y a eu du bricolage, de l'impréparation, tout simplement parce que personne n'avait la clé. On n'avait pas fait de prévention dans les quartiers, dans les banlieues, etc. On s'est retrouvé avec des gens radicalisés dont on n'avait pas pris la mesure du nombre. Les 2 sénatrices déplorent également un business de la déradicalisation. Selon elles, certaines associations auraient profité du filon pour obtenir des financements publics. Et c'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir ensemble les unes des quotidiens demain. D'abord, Libération avec ce titre bien trouvé, l'empire du milieu Bayrou. Macron, après des semaines de tergiversation, bien le centriste, a proposé une offre d'alliance aux leaders d'En Marche. Même sujet à la une du Figaro, pas même tonalité. Bayrou joue Macron et choisit encore la gauche pour ce quotidien. Enfin, Ouest France, une alliance entre Bayrou et Macron. Voilà pour ces unes et tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin ce soir. Et mon invité ce soir est député maire de Versailles. Il a notamment créé la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et le Mois Molière, c'est le festival de théâtre de Versailles. François Demazière, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous publiez ce livre, Le grand gâchis culturel, chez Albin Michel. Est-ce qu'on parle suffisamment, avant de plonger dans votre livre, justement de la culture? Évidemment, on évoque les sujets de fond, les premières préoccupations des Français, la sécurité, le chômage et autres. Mais la culture, ce pilier indispensable. Eh bien, vous voyez, le titre est assez éloquent. On n'en parle pas assez, surtout dans une élection présidentielle. Vous savez, ce qui est très frappant, c'est que la France dans le monde, c'est le pays de la culture. Et regardez ce débat présidentiel, on ne parle absolument pas de culture. Alors évidemment, il y a des préoccupations, et le débat juste avant l'a montré, il y a des préoccupations d'ordre quasi politicienne. Mais ce domaine essentiel de la vitalité française est totalement aujourd'hui occulté. Et au fond, si j'ai souhaité faire ce livre avec Olivier Lenaire, c'est un livre de 2 passionnés qui depuis des années, lui journaliste, moi aujourd'hui dans la politique,
mais avant ayant des responsabilités dans le milieu culturel, on a voulu dire que ça serait bon que dans ce débat, on parle enfin de culture. On va en parler, nous, ici. Mais comment vous expliquez justement cette absence ou ce manque? Parce que certains candidats en parlent. C'est peut-être aussi la faute parfois aux journalistes de ne pas mettre ce sujet au cœur de leur débat. Comment vous expliquez qu'en quelques années, nous ayons cette absence? Parce qu'il y avait quand même auparavant des présidents qui étaient portés justement sur la culture, l'histoire et le patrimoine. Tout à fait. Alors, je crois que la culture, c'est toujours une affaire de conviction personnelle. Vous savez, au fond, vous ne voyez pas de grande politique culturelle sans quelqu'un qui lui-même pense que la culture est essentielle pour lui, mais aussi pour ce que cela représente pour les autres. Et le politique est toujours pour transmettre quelque chose. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a trop voulu souvent utiliser la culture comme un moyen politique. Et donc, on coche la case. On va faire plaisir à tout le monde. Et on ne voit plus véritablement un projet et une passion qui s'expriment. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui a manqué dans ce dernier quinquennat, c'est clairement ça. Quand le président Hollande dit, au bout de 2 mois de fonction, « Je cherche une grande idée pour la culture en allant au Festival d'Avignon », vous voyez tout de suite que, quelque part, ça sonne faux. Parce qu'un président de la République française, il est évident qu'il doit avoir un projet culturel. Et si souvent on fait référence à De Gaulle, le couple De Gaulle-Malraux ou le couple Mitterrand-Lang, parce que parfois ce n'est pas des questions de couleur politique, c'est toujours des questions d'hommes, eh bien on voit que là, c'était des gens qui avaient une vision et qui étaient très engagés. Dans un cas, c'était 2 hommes écrivains, et dans l'autre cas, c'était, que ce soit Mitterrand ou Lang, 2 politiques persuadés que leur image pour le futur allait se construire à travers la culture. Et François de Mazières, un président sans culture, j'entends par là sans bagage culturel, c'est inimaginable, inconcevable normalement en France. On est pétri justement par nos références historiques, notre patrimoine. Mais tout à fait. Alors, je crois qu'heureusement, il n'y a pas véritablement aujourd'hui de candidat sans bagage culturel. Là, on peut être rassuré. Par contre, c'est toujours cette question de la sincérité, si vous voulez. Sentir que véritablement, il y a une envie, un désir de porter un projet culturel. La France est un pays qui dispose d'outils culturels extraordinaires. On est d'ailleurs à l'étranger très jaloux, finalement. Et souvent, la France a été à l'origine des initiatives. On sait bien sûr que le droit d'auteur a été inventé en France, c'est Beaumarchais. Et puis ensuite, toute la politique de protection du patrimoine a été également imaginée en France dès le 19e siècle. On a aussi, plus proche de nous, inventé la fête de la musique, les journées du patrimoine. Donc voilà, il y a cette dynamique. Et ça fait partie de notre héritage. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'héritage est oublié. Justement, malgré cet héritage, malgré cette dynamique, et c'est ce que vous dénoncez dans votre livre, c'est le plus petit dénominateur commun pour les politiques culturelles. Et vous dites stop. Vous dites ça suffit, allons vers l'excellence. Dites-nous quel constat vous faites des orientations justement passées. Alors peut-être les 5 dernières années, peut-être même les 10 dernières années. Est-ce que vous trouvez qu'on n'a pas essayé justement d'atteindre cette excellence? Au contraire? Je ne crois pas. Je crois que vous avez une grosse difficulté aujourd'hui. C'est que l'ambition, c'est la démocratisation culturelle. Cette ambition, elle est déjà lorsque Malraux écrit le décret de constitution du ministère des Affaires culturelles. Il le dit très clairement. Mais on voit que cette ambition de démocratisation culturelle, elle doit se conjuguer aussi avec une ambition de qualité. Toute la difficulté sur ces dernières années, c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de sincérité parfois dans cet engagement, on a vu qu'effectivement, on a fait une politique qui, au moins dans le verbe, était de démocratisation culturelle. Et donc on en a énormément parlé. Et puis, en réalité... Mais c'est important, c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose. Très bonne chose, mais de ne faire que cela, c'est ce que vous reprochez, vous dénoncez. C'est-à-dire que je pense que la vraie démocratisation culturelle, c'est le mot célèbre de Vitesse, c'est évidemment l'élitisme pour tous. On fait une culture exigeante pour tous. Moi, très concrètement, en tant que maire de Versailles, qui est une ville qui incarne, il faut bien dire, la culture, et j'ai pris le contre-pied de ce qu'on attend de Versailles. Versailles, aux yeux du monde, c'est le château, c'est les ors du château. Et j'ai voulu au contraire qu'on fasse des spectacles qui vont dans les quartiers, y compris dans nos quartiers sociaux, qui sont nombreux à Versailles, 3 grands quartiers sociaux. J'ai voulu au contraire que l'on mette en avant les jeunes troupes, pas les stars,
J'ai voulu que ce festival soit porté par des bénévoles. Bref, au fond, le slogan pour moi, c'est la culture populaire de qualité. C'est véritablement ce que l'on devrait aujourd'hui porter en France. Est-ce que ce n'est pas là notre tradition? Parce que vous citez beaucoup André Malraux, si on se souvient de ce qui est écrit justement sur le ministère de la Culture, vous allez m'aider parce qu'il y a écrit qu'il faut justement que la mission c'est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre. Voilà, je me souviens. Voilà, au plus grand nombre des Français. Ah, et il commence d'ailleurs les œuvres capitales. En fait, vous demandez est-ce qu'on revienne à cette devise, j'allais dire. Alors, je pense qu'il faut toujours actualiser les choses, mais je crois que cette devise, elle est assez extraordinaire. Et la deuxième partie, si vous voulez, c'est de dire qu'il faut favoriser en France la création qui va justement permettre de faire en sorte que ce patrimoine, il se renouvelle et qu'il se régénère. Et ce sont les deux grandes thématiques, à savoir à la fois valoriser ce patrimoine exceptionnel qui est le nôtre et puis aussi encourager la création. Et moi, je propose des choses très simples, d'ailleurs, à tous les candidats. C'est évident. Dans votre livre, des pistes très concrètes. Très concrètes. Très concrètes. Je pense que d'abord, il faut remettre l'accent sur le patrimoine, parce que le patrimoine fait partie de l'ADN français et qu'on a une chance extraordinaire. C'est où que vous soyez en France, vous avez un patrimoine exceptionnel. Mais alors pourquoi, François de Mazières, ça semble évident quand vous le dites, pourquoi il y a presque, j'allais dire, un recul à le mettre en avant? Comment vous expliquez, vous êtes l'élu de Versailles, c'est quand même l'excellence et l'histoire qui sont concentrées dans votre ville. On a l'impression parfois qu'il ne faut pas trop en faire autour de la grandeur de la France, qu'il ne faut pas trop exalter tout cela. Est-ce que vous le ressentez, ça? Oui, je le ressens. Et c'est peut-être le moment, parce qu'objectivement, on a eu des périodes, au contraire, on mettait en avant la grandeur de la France. Vous voyez l'exemple de Malraux. Malraux avait une tradition, c'est qu'il emmenait à la Comédie Française les ministres étrangers qui venaient en France. Et puis Lang, parce que voilà, on va reconnaître qu'il y a eu aussi une grande politique culturelle au moment de Lang. Lang aussi a mis en avant, avec François Mitterrand, des grands monuments et a légué ces grands monuments qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine. Donc il y a eu des moments où, effectivement, le politique au plus haut niveau a conçu une grande politique culturelle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une sorte de complexe, vous le dites très bien, il y a une sorte, on dit, on a un peu peur de mettre en avant, sans doute toujours avec cette idée de la crainte de l'élitisme. Oh, je répète, le slogan, c'est l'élitisme pour tous. Et donc, il faut revenir à une ambition. Et c'est pour ça que je propose également, si vous voulez, un Davos de la culture. Pourquoi le Davos de la culture? On sait bien ce qu'est le Davos. C'est une réunion donc à Davos, en Suisse, des grands économistes. Parfois décrié comme étant un peu un monde à part, fermé un petit peu à nous tous, les citoyens. Oui, c'est exact. Mais justement, faisons le Davos de la culture en France. C'est-à-dire, montrons au monde que quand on parle des sujets culturels, c'est en France qu'il faut en parler. Pourquoi c'est important? Parce que la question culturelle aujourd'hui, elle se pose aussi vis-à-vis des GAFA. On parle tout le monde des GAFA. Mais c'est vrai que ces grands groupes aujourd'hui ont telle puissance. Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Exactement. Donc là, on va parler de GAFAM avec Microsoft. Ces grands groupes, aujourd'hui, sont hors du champ de la concurrence normale. On sait qu'ils sont fiscalisés à l'étranger et on sait qu'ils mettent en danger le droit d'auteur et les droits dérivés. Donc le cœur, finalement, du financement de la création. Donc si moi, je crois à un Davos à culture, c'est que pour justement tous les grands acteurs, qu'ils soient du privé ou qu'ils soient politiques, se mettent autour de la table et qu'ensemble, ils disent « nous avons besoin de construire des règles ». Et c'est là où la France peut avoir un rôle majeur, parce que c'est notre histoire. Voilà une proposition qui pourrait être reprise par un candidat ou plusieurs candidats. Alors, personnellement, moi, j'aimerais qu'elle soit reprise par François Fillon. C'est votre candidat? C'est mon candidat, c'est le candidat aujourd'hui de la droite. Et je pense que la force, justement, de François Fillon, c'est d'avoir autour de lui des gens qui ont de l'expérience et qui sont capables, à travers cette expérience, de répondre aux vrais besoins des Français. Malgré tout, on sent bien que même chez lui, vous dites qu'il y a... Vous m'avez répondu tout à l'heure à la première question, je vous ai dit est-ce qu'on parle suffisamment de culture? Vous m'avez dit non, donc vous englobiez également votre candidat. Mais je pense qu'il en parlera bientôt. Certainement. Est-ce que selon vous, pour conclure, ce dont on manque aussi, puisque vous avez parlé du plus haut sommet de l'État, vous avez cité François Mitterrand et d'autres, ce sont des présidents
gens qu'on appelait bâtisseurs. Oui. Ceux qui avaient une véritable vision, qui n'avaient pas peur d'engager, il faut le dire, des sommes importantes pour ces monuments, de les engager et puis de ne peut-être pas voir leur fin avant leur fin ou de mandat ou de vie à eux également. On manque aussi de cette vision-là. Oui, je crois que c'est très important. J'ai eu la chance, vous savez, de présider à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. J'ai eu la chance même de l'ouvrir. Ça a été un combat très compliqué parce que c'était le mariage entre la culture des anciens et des modernes, entre l'architecture contemporaine et le patrimoine. Et croyez-moi, c'est un défi merveilleux. C'est un défi merveilleux, mais c'est un défi aussi. Mais c'est un défi. Oui. C'est un défi et on s'aperçoit que ça marche. Ça marche parce qu'aujourd'hui, la France, c'est à la fois le passé et c'est le présent, c'est à la fois le patrimoine et c'est la création contemporaine. Ce que je crois, j'ai eu cette chance donc, de voir la création d'un nouveau projet qui était porté par Nicolas Sarkozy et j'ai pu constater combien ça introduit une dynamique. Et je dis ça parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est qu'à la Cité d'Architecture et du Patrimoine a été lancé ce qui pour moi sera les grands travaux de demain, c'est-à-dire le projet de plus de 60 gares autour de Paris. Et ces gares, elles sont construites par des grands architectes. Et ces gares vont être des pôles, et notamment aussi, ils sont pensés comme des pôles culturels aussi, avec la possibilité d'en faire des outils pour répandre davantage la culture. Donc voilà, ce sont des grands projets qui sont en devenir, il y en aura d'autres. Il faut les encourager davantage, les porter davantage. C'est ce que vous demandez et vous dénoncez à travers votre livre. Et peut-être ce qu'on peut retenir aussi, François de Mazières, c'est ce que vous dites, c'est soyons fiers, sans que ça devienne aussi un étendard de notre patrimoine. C'est une partie intégrante de notre identité. Vous le dites, il faut le sauvegarder, l'entretenir, parce que c'est l'identité aussi. Absolument. Alors moi, je propose une chose, c'est le loto. Ça fait 10 ans que je me bats pour cette idée. J'ai dirigé la Fondation de patrimoine il y a quelques années. Et à l'époque, ce qui me frappait, c'est que vous avez des associations de patrimoine, elles sont formidables en France, mais elles défendent chacun leur secteur. Et donc, l'idée avait été de réunir tous ces grands présidents des fondations, de la Fondation du patrimoine et des grandes associations autour d'un thème commun. Ce thème commun, c'était le loto. Et je propose que pour les journées du patrimoine, il y ait un tirage spécial du loto consacré au patrimoine. C'est formidable, très bonne idée. Voilà. C'est la démocratisation avec l'élitisme pour tous. C'est ce qui transparaît en tous les cas de votre livre avec de nombreuses propositions concrètes adressées évidemment, notamment à nous tous, mais plus précisément aux candidats à la présidentielle. Merci beaucoup. Merci à vous. François de Mazières. Je rappelle le titre de ce livre en collaboration avec le journaliste Olivier Lenaire, Le grand gâchis culturel aux éditions Albin Michel. On arrive presque à la fin de cette émission et comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Il est jeune, il a un beau sourire. Qui est Emmanuel Macron pour vous ? Qui est Emmanuel Macron ? Eh bien, Emmanuel Macron, c'est la gauche bobo. Emmanuel Macron, c'est celui qui est capable de déclarer en Algérie, à l'étranger, que son pays, pour lequel il voulait présider aux destinées, que son pays est coupable de crimes contre l'humanité, le pire des crimes. Alors que c'est inexact et alors que ça blesse tant de Français. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce qu'il méconnaît l'histoire ou parce qu'il a voulu conquérir un vote communautariste. En tous les cas, c'est une double faute, une grave faute. Quand il a dit aussi à Lyon qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait des cultures en France, c'est ce qu'on appelle le communautarisme, le multiculturalisme. Donc c'est à la fois une sorte de golden boy, c'est-à-dire que et la dépénalisation du cannabis, c'est à la fois Woodstock et Wall Street finalement. Sur le port de Nantes, Christian Zimmer a passé 30 ans dans les cales de bateau. Il y a perdu sa santé. Alors là, on est exactement à Roche-Maurice. Roche-Maurice où on faisait l'ammonitrate, tout ce qu'elle a. Donc des fois, il y avait 3 ou 4 bateaux. Avec des équipes de 25, ça faisait du monde. Plus là-bas, tu vois, regarde, le blé avec les portiques. Que des bons souvenirs. Jusqu'à ce que je tombe malade. Avril 2015, ils ont découvert mon cancer du larynx. Pourquoi nous ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te demandes. Tu te dis, t'as pas fumé, t'as pas fait vie ordinaire comme tout le monde. Puis tu te dis, ça te prend à toi, pourquoi toi, quoi ? Il faut peut-être réfléchir aux moyens qui sont à accorder au Parlement, aux élus, pour leur permettre aussi d'accomplir véritablement leur mission de contrôle de l'exécutif. Parce que c'est ça aussi, François Bayrou faisait allusion
au constat, un constat qu'on peut partager, celui d'un certain essoufflement de la démocratie française. On le voit, il y a une sorte de ras-le-bol permanent. Eh bien aussi, si on veut éviter qu'il y ait ce pouvoir absolu depuis l'Élysée, eh bien le Parlement soit doté de moyens afin de faire contre-pouvoir. Aux grandes heures de l'entreprise, plus de 700 personnes s'affairaient dans ces ateliers. Aujourd'hui, il reste 115 emplois menacés par une procédure de sauvegarde qui donne 6 mois au groupe pour trouver des fonds et éviter la liquidation judiciaire. C'est vrai que là, on est quand même beaucoup de monde qui travaille, qui habite pas loin et beaucoup de monde qui travaille ici, même en couple et tout ça, depuis des années. Donc c'est vrai que ça ferait beaucoup de mal si l'usine a bien à fermer quand même. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain, même heure. Et avant cela, votre première émission demain matin, c'est Territoire d'Info. Belle fin de soirée à notre compagnie.